Bonjour, c'est Patrick. Les associations constituent le vivier de l'activité et de la démocratie locale. Ainsi, chaque mercredi du mois, de 17h30 à 18h30, je vous invite à découvrir une ou plusieurs associations de l'agglomération dunkerquoise. Chaque mercredi du mois, de 17h30 à 18h30, Parole d'assaut, vous avez la parole. Radio Rencontre 93.3. Bonsoir à tous et à tous, vous êtes bien sur le 93.3 en modulation de fréquence. Nous sommes le mercredi 27 mars et comme chaque mercredi soir, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une heure d'émission consacrée à une association. Il va être question de bien-être ce soir sur tous ces aspects, mais je laisserai bien évidemment mes intervenants vous expliquer la notion du bien-être. C'est aussi le titre de l'association que je reçois et dans quelques instants, Karine Barbier, sa présidente. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Jérôme Gaden, qui auront l'occasion de se présenter parce qu'ils ont un parcours l'un et l'autre particulièrement atypique, vont nous expliquer non seulement ce que veut dire être, en sens évidemment il y en a plusieurs, et nous parler un petit peu des activités de cette association. Alors je vais vous adresser l'un ou l'autre, vous répondez comme vous voulez. J'aurais presque envie de dire à tout seigneur, tout honneur, Karine Barbier, vous êtes la présidente de cette association. Pouvez-vous, ou Jérôme, nous dire quelle est l'origine de cette association, quand elle a été créée, où, pourquoi, comment, par qui, sachant que je ne vous demande pas les noms et prénoms, entre guillemets, ni les mensurations des personnes qui l'ont créée. Bien, bonsoir à tous. En fait, cette association, elle est née en août 2013. Oui. Et en fait, la volonté, c'était de présenter des solutions dites alternatives pour le bien-être, le mieux-être, disons. Et donc, à travers cette association, eh bien, le départ a commencé avec des conférences, quelques séminaires, et puis très rapidement on s'est aperçu qu'il y avait une grosse demande en fait dans les solutions dites alternatives, mais qu'il fallait faire aussi un tri pour ce qui nous correspondait à nous en termes de valeurs associatives. Donc le nom association être en fait est un sigle, et le être veut dire écoute, ton, rythme, énergie. Voilà. Et donc, cette association, au départ, j'étais un peu seul à mener la barque. Et Karine, qui est ma partenaire depuis presque 18 ans maintenant, m'a assisté pendant les séminaires ou pendant les conférences, mais restait à distance. Et puis maintenant, depuis quelques années, bien, elle a arrêté de travailler pour nous aider dans l'association. Alors je disais au préalable que vous aviez l'un et l'autre un parcours atypique. J'imagine que pour avoir ce type de démarche, il fallait déjà avoir un vécu peut-être particulier par rapport à la norme, sans vouloir entrer dans votre vie privée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené à avoir envie de mener cette démarche au-delà de l'évidente recherche du bien-être? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de où ça vient tout ça? Oui. Et en fait, depuis toute petite, j'étais amenée à être en contact de la nature par le biais de mon grand-père qui élevait des chevaux, et je le voyais régulièrement apporter les soins par le biais de l'homéopathie et énormément d'amour. Et donc déjà, j'avais cette ouverture envers la nature et donc j'ai également mon parcours qui m'a orientée vers le social, où j'ai travaillé pendant 14 ans. Et j'appréciais énormément accompagner les personnes et apporter des solutions, et notamment de prendre du temps avec eux pour parler de leur vie tous les jours, parce que je partais du principe que pour pouvoir trouver du travail, eh bien, il fallait être déjà bien dans sa tête et bien dans son corps. Et puis à côté de ça et en parallèle, Jérôme, qui faisait déjà énormément d'activités dans ce domaine, j'ai eu l'occasion donc de le suivre et de découvrir certaines formations dont il a participé, et puis au fur et à mesure eu l'envie de m'orienter complètement et pleinement là-dedans et de m'investir à 200% dans l'association. Voilà.
Voilà, bien Jérôme, on va vous donner la parole pour faire votre propre histoire. Oui, c'est peut-être un peu plus long. Je vais d'abord parler du parcours classique. Donc en fait, j'ai fait des études en université. J'ai fait 2 ans en université, j'ai fait un bac S et à l'époque j'ai fait un DUST, technicien de la mer et du littoral, avec une option qui n'existe plus maintenant, il me semble, il faudrait vérifier, qui s'appelait aménagement de l'environnement. Oui. Et donc j'ai fonctionné comme guide nature, j'ai travaillé aussi avec les écoles dans... Avec l'Adélie ? Alors l'Adélie, je l'ai connu, effectivement, c'est assez ancien. Et j'avais d'ailleurs un de mes professeurs d'université qui s'appelle Monsieur Brunel, que j'ai eu en université et que j'ai retrouvé après. On en parlera peut-être. C'est un aparté, c'est parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec les guides nature de l'Adélie il y a quelques années. Ah, ok. Moi, c'était plutôt avec le CPIE Flandre-Maritime. Avec le CPIE Flandre-Maritime. Voilà. Et encore plus évident. Et donc, on avait monté un projet avec Steve à l'époque qui bossait là-bas, qui s'appelait le projet... comment c'est ça où ils font le tour des plages, là. Ça va me revenir. Et en tout cas, j'ai travaillé avec le CPIE. Ensuite, j'ai bossé aussi dans des écoles primaires. Et puis après, j'ai intégré un dispositif qui s'appelait la classe relais à Dunkerque. Et en fait, ce dispositif accueillait des enfants dits en rupture sociale, scolaire et familiale. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après, disons que j'ai changé un peu d'orientation. Mais finalement, je fais la même chose avec d'autres outils. Et cette nouvelle orientation, elle vient d'une rencontre avec un de mes professeurs qui s'appelle Martin Brofman, qui a écrit 3 livres sur le sujet du mieux-être et le fait de démystifier le mot guérison, le mot chakra et le mot méditation. Alors, il y a beaucoup à faire dans la démystification de ces mots-là. Mais en tout cas, c'est avec cette rencontre que j'ai pris confiance pour changer d'orientation, parce que depuis que j'étais enfant, je vivais ce qu'on appelait des sorties du corps. Et ces sorties du corps, les premières dont je me souviens, c'était vers l'âge de 4-5 ans. Et donc ça m'avait mis tout de suite face à des questions que tout le monde se pose, il me semble en tout cas. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi un corps physique? Question existentialiste. Question d'enfant, à vrai dire. Question d'enfant. Également. Oui, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? C'est quoi un corps si on peut vivre en dehors du corps? Et alors tout ne s'arrête pas quand on est hors du corps. Bon, bref. Et donc j'avais ces questions qui étaient très très profondes en moi et que j'ai tenté de réprimer pendant longtemps. Ces expériences, je les ai réprimées aussi pendant longtemps parce que je n'osais pas en parler, ce qui a changé maintenant. À l'époque, je pensais que si j'allais en parler à mes parents, eh bien, ils allaient me catégoriser comme un fou, évidemment, puisque je ne connaissais pas dans mon entourage des gens qui avaient exprimé ce genre d'expérience. Et en tout cas, vers l'âge de 18 ans, j'ai sorti ça du fond de ma conscience et j'ai commencé à explorer le phénomène qui m'avait à la fois terrorisé et à la fois émerveillé. Et donc j'ai travaillé avec une méthode qu'on appelle le phosphénisme, qui est le fait de fixer une source lumineuse et de fermer les yeux et de méditer par exemple avec l'empreinte de la lumière qui reste sous nos yeux, ou de lire sous phosphène, ce qui a un effet d'accroître la mémoire, d'accélérer le fait de mémoriser des choses. Donc vers l'âge de 18 ans, j'ai repris ces travaux-là et j'ai commencé à faire des sorties du corps qui étaient non plus spontanées mais contrôlées, c'est-à-dire que je pouvais sortir de mon corps quand je voulais. Et donc c'était très intéressant, très intense. J'ai beaucoup appris aussi dans cette période. Alors, quand vous dites sortir du corps, est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle communément l'aura? Est-ce que ça vous permet de voyager en dehors de ce corps? Quelle est la définition pour vous, en tout cas, de cette sortie de corps? Mais en fait, la plupart des gens appellent ça le voyage astral. Oui, voilà. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit le terme approprié, en tout cas de mon point de vue, mais le terme plus classique, c'est celui-ci. Il y a d'ailleurs les Suisses qui étudient beaucoup le phénomène, hein, Sylvie Détiolaz par exemple, avec Nicolas Fraisse. Et donc si vous recherchez Sylvie Détiolaz et Nicolas Fraisse sur Internet, vous allez avoir une longue littérature sur le fait d'analyser scientifiquement quelqu'un qui expérimente des sorties du corps, qui est Nicolas donc. Et donc en termes de voyage astral pour moi c'est un mot qui correspond à
à une partie de la conscience. On a plusieurs parties dans notre conscience, le physique, l'émotionnel, le mental, l'astral, l'éthérique, etc. et les niveaux plus spirituels, enfin dits spirituels. Donc effectivement, des sorties du corps, on peut les faire sur des niveaux différents. Là, en ce moment, on est en train de faire une sortie du corps sur le plan physique. En ce moment même. Voilà. Mais bon, effectivement, il y a d'autres niveaux qui sont intéressants et où le corps physique, je n'ai pas encore réussi à l'amener là-bas en tout cas, mais la conscience perçoit quelque chose sur ces niveaux-là. Voilà, donc tous les deux, vous dans un premier temps et Karine qui vous suit, vous montez cette association Être avec un constat certes de mal-être probablement autour de nous, mais aussi donc avec la volonté, quelle volonté? Celle d'aider, celle d'enseigner, celle de transmettre? Partager des informations, des points de vue. Rendre les choses disponibles pour ceux qui ont envie de faire quelque chose en eux. Donc indirectement, c'est quand même une main tendue. C'est quand même, pardon ? Une main tendue. Pas vraiment. En fait, c'est une mise à disposition. On propose et les gens disposent. C'est ça. C'est-à-dire que, en tout cas, je parle pour moi là, mais je sais que Karine a le même point de vue. C'est vraiment de partager des informations et des points de vue sans en faire des vérités, mais juste en proposant. Et ensuite, les gens décident si ça fait du sens pour eux-mêmes ou pas. Alors on aura l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail de tout ça, notamment en parlant de vos activités. Elles sont nombreuses. Vous disiez vous-même avant de démarrer cette émission, je ne sais pas si on va réussir à tout faire en 1 heure. On va essayer quand même, quitte à se revoir une autre fois. Sport, culture, solidarité, engagement, parole d'assaut. Vous avez la parole. Radio Rencontre 93.3. Écoutez pour mieux s'entendre. Mes invités ce soir s'appellent Karine Barbier, qui est présidente de l'association, et Jérôme Gaden, donc de l'association Être. Écoute ton rythme, énergie. On vient de faire un bref historique de l'association à travers un bref résumé de vos parcours respectifs. J'ai remarqué à travers les documents que vous m'avez procurés que finalement vous avez énormément d'activités dans des domaines très différents, que ce soit l'écriture, la musique, la fabrication d'instruments. Est-ce que vous pouvez peut-être sans chercher un ordre très précis, nous donner une certaine logique de l'ensemble de ces disciplines? Ça a commencé par quoi, l'association Être, après sa création administrative? Alors, l'association a commencé par des conférences. Ces conférences, c'était moi qui les donnais, ainsi qu'un autre partenaire et ami qui, d'ailleurs, arrive demain à la maison et qui vient d'Allemagne, Philippe Antel. Et donc on a commencé aussi avec des stages de la fondation Brofman. Voilà, on a commencé vraiment avec ça. Et puis ensuite on a eu d'autres contacts. On a commencé à avoir le contact d'un de mes professeurs qui était donc Martin Brofman, un de ses amis qui était Rup Verma, qui était élève de Ravi Shankar et accessoirement le dernier Archaya sur la planète. Donc Archaya, c'est le plus haut titre que le gouvernement indien peut remettre à un être humain. Et donc Rup Verma et Martin ont quitté leur corps physique maintenant, mais en tout cas ce sont avec ces personnages et ce qu'ils ont créé de leur vie qu'on a commencé à développer l'association. Et donc avec Rup Verma, on a organisé aussi des retraites méditatives. Et puis avec Philippe Antel, qui était aussi un ami et élève de Martin Brofman, on a organisé des stages qu'on appelle des stages corps miroir et des stages d'ateliers d'amélioration de la vue. Voilà. Et puis ensuite est très rapidement arrivé Rodolphe Schlaché, qui est un ami aussi, et qui propose des ateliers de fabrication de tambours, de danse, et qui est d'ailleurs un des musiciens de Gwem, le percussionniste assez connu, parce qu'à l'époque, il avait fait le générique de Ça se discute, une émission qui passait
à la télé, voilà. On va revenir sur chacune de ces activités, mais ça va faire quand même 3 ou 4 fois que j'entends 2 noms particulièrement, Martin Brofman et la méthode Winoff. Je pense que pour nos auditeurs, il serait intéressant de faire un petit point sur qui est Martin Brofman et quelle est cette fameuse méthode Winoff, sans en faire un cours, mais au moins pour que l'on sache de quoi vous parlez quand vous prononcez tel et tel nom. Tout à fait. Alors, Martin Brofman, en fait, il était américain et il a créé la fondation Brofman. Et en fait, son histoire, brièvement, c'est qu'il avait un cancer en phase terminale au niveau des cervicales. Et dans la médecine, il n'y avait plus de solution pour lui. En fait, la seule chose qu'ils lui ont dit quand ils ont regardé, parce qu'ils ont ouvert, ils ont fait une opération, mais c'était vraiment inopérable parce que la moelle épinière était affectée par la tumeur était enroulée autour. Donc la seule chose qu'ils lui ont dit, c'est là ça va, c'est le ticket pour ailleurs, quoi. Et il faut juste suivre un régime alimentaire et faites attention parce que si vous toussez trop fort ou si vous éternuez, vous allez mourir tout de suite. Donc il a commencé à explorer d'autres solutions et en explorant ces solutions, il s'est retrouvé quelques mois après avec des médecins avec qui on travaille aussi. On n'est pas du tout contre la médecine, bien au contraire, on est avec la médecine. Et donc il s'est retrouvé avec des médecins qui n'ont pas compris et qui ont conclu à une erreur de diagnostic parce qu'il n'y avait plus de traces de la tumeur en phase terminale. Et donc à l'époque, c'était peu médiatisé. Mais maintenant, on a par exemple Anita Moorjani, qui fait des conférences dans le monde entier et qui, en fait, a une expérience très intéressante, plus courte que Martin en termes de guérison, de rémission spontanée, comme il est dit dans le milieu médical. En fait, Anita Moorjani, s'est guérie d'un cancer en phase terminale, faut arrêter en 24 heures. Et donc, elle est étudiée par la science par rapport à ce qu'elle a fait à l'intérieur d'elle et pour voir comment une conscience humaine peut en arriver à avoir ces effets-là. Donc ça, c'est pour Martin Brofman, qui a créé donc la méthode corps miroir et l'atelier de la vue. Le deuxième personnage dont j'ai parlé, c'était Rup Verma. Et donc Rup Verma a fait des concerts partout dans le monde, des grosses salles. Il a joué pour l'ONU aussi. C'est lui qui a fait la musique du film Le Dalai Lama. Et donc c'est devenu aussi un ami de Martin. Et en fait, Martin faisait des méditations en plus des séminaires. Et Rup Verma a été d'accord pour apposer la musique de son sitar, parce que c'était un maître, quelqu'un qu'on appelait maître de Nanda Yoga, même si le mot maître, je le mets entre guillemets. Et pour moi, c'est un professeur. Et donc, ces deux personnages ont beaucoup eu d'impact dans l'association. Alors voilà pour ce qui est des personnages, quid de cette fameuse méthode dont j'ai oublié le nom au passage. Oui, en fait, on va pouvoir parler de la méthode Wim Hof après. Cette méthode, c'est le fait de se plonger dans le froid et de voir nos réactions au froid. Voilà. Et notamment pour un but de développer le système immunitaire. Donc Wim Hof, là on organise des séminaires depuis début d'année, tout à fait. Et donc c'est Rodolphe Schlacher, un autre ami qui les organise, qui les enseigne, pardon. C'est nous qui organisons. Et donc Rodolphe était quelqu'un qui détestait le froid parce que c'est quelqu'un qui aime le chaud. Il habite dans les pays chauds et tout ça. Et néanmoins, il s'est dit que c'était intéressant pour lui de creuser ça, pourquoi il avait tellement de résistance au froid. Donc il est parti faire une formation avec Wim Hof, qui est étudiée aussi par la science, avec plein d'électrodes quand il est plongé dans la glace. Je crois qu'il a, Wim, il doit avoir 24 ou 28 records mondiaux. Donc il nage sous la glace, etc. Il reste plongé dans la glace. Et il a développé une méthode de respiration qui fait qu'on peut rester dans le froid sans avoir forcément les effets désagréables au niveau de la douleur et de ce qui se passe dans le corps. Alors vous avez prononcé le terme système corps-miroir. En fait, ce sont un ensemble d'outils que vous définissez comme étant l'énergie, les chakras, la méditation, la lumière blanche, dont vous parliez déjà au début de votre intervention, les formes de pensée. J'ai une question un petit peu polémique peut-être à vous poser, mais c'est mon rôle de jouer les avocats du diable. Bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir, vous le savez même mieux que moi, qu'il y a nombre de pratiquants de médecine douce, de disciplines qui tournent autour du yoga, de la méditation,
Est-ce qu'elles sont toutes aussi différentes l'une de l'autre? Elles sont concurrentielles? Elles sont, j'allais dire, compensatoires, j'allais dire, je me comprends. L'une compense l'autre. Vous vous situez comment dans votre démarche? Faut-il l'appeler démarche d'ailleurs spirituelle, énergétique? Vous vous situez comment par rapport à cette foison maintenant justement de méthodes, de groupes de pensée qui, aussi intéressant soit-il, finit par perdre le commun des mortels, à savoir qui est sérieux, qui ne l'est pas. Tout à fait. Mais en fait, alors je ne vais pas parler pour les autres, pour les écoles de yoga, et je ne vais pas non plus rentrer dans la comparaison. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Non, c'était pas l'objectif. C'est juste pour vous situer par rapport à j'ai bien compris, mais ce je voulais monde juste le complexe qui se développe de plus en plus. Bien sûr, j'avais bien compris, mais je voulais juste le repréciser. Et alors, en fait, dans la méthode corps miroir, on propose à nouveau des outils. Et le travail de Martin Brofman et de Rup Verma aussi, qui ont parcouru le monde entier. Ils ont enseigné pendant très longtemps pour la méthode corps miroir et Martin Brofman pendant près de 40 ans dans de nombreux pays. Et effectivement, on apporte un point de vue. Et ce point de vue, c'est que les choses commencent dans notre conscience et que ce qu'il se passe dans notre conscience, eh bien, au bout d'un moment, ça se reflète sur notre corps physique. Donc c'est quelque chose de très concret, en fait. On se relie directement à des événements de notre vie et à la réponse qu'on a donnée aux événements de notre vie. Et si cette réponse, eh bien, on s'est senti malheureux par rapport à quelque chose, eh bien, au départ, ça va commencer avec des pensées avec lesquelles on ne va pas se sentir bien, des émotions avec lesquelles on ne va pas se sentir bien. Et puis au bout d'un moment, ça va se manifester dans une partie du corps. Et c'est là où les chakras sont intéressants, parce que les chakras, pour les démystifier, sont juste de ce point de vue-là. Bien sûr, moi, je n'ai pas la vérité, je partage juste des points de vue. De ce point de vue-là, ce sont juste des pompes ou des valves qui interagissent principalement par deux voies, la voie endocrinienne et la voie nerveuse. Et ces chakras, ils réagissent à ce qui se passe dans votre conscience. Et donc, quand vous êtes malheureux par rapport à quelque chose, eh bien, ces pompes ou ces valves, ces chakras vont se crisper. Et les messages nerveux qui sont donc associés à chacun des chakras. On a des groupes de nerfs qui s'appellent des plexus nerveux dans le corps, et chaque groupe de nerfs est associé à un chakra. Eh bien, ces groupes de nerfs, quand ils sont associés à un chakra et que le chakra est sous tension, eh bien, eux aussi, ces groupes de nerfs vont transmettre des tensions au corps physique. Et les glandes endocrines qui y sont associées, elles aussi, vont transmettre une chimie basée sur des tensions qui sont à la base de ce point de vue-là dans la conscience. Mais il faut bien comprendre que ce point de vue, c'est juste une direction de manifestation de la conscience jusqu'au champ énergétique. Là, on a parlé des chakras, on aurait pu parler des auras, et jusqu'au corps physique. Mais cette direction, c'en est une qu'on explore, mais l'autre direction existe aussi. C'est-à-dire, on peut faire un changement au niveau du corps physique, et il peut y avoir un changement au niveau énergétique, puis jusque dans la conscience. Et la médecine travaille comme ça, par exemple. Et quand je discute avec des médecins, des infirmières, eux explorent cette direction-là. Nous, on explore l'autre direction. Et l'idée, eh bien, c'est de faire en sorte d'encourager le fait que les gens redeviennent heureux, parce que les gens heureux sont en bonne santé. Et autonomes. Et autonome. Mais autonome, ça ne veut pas dire n'allez pas voir votre médecin. Au contraire, ça veut dire que parallèlement à votre traitement médical, vous pouvez faire quelque chose à l'intérieur de vous. Et ce quelque chose que vous faites dans votre conscience va faire en sorte que vous vous sentez mieux, plus heureux. Et donc votre corps, lui, va aussi refléter ce bonheur que vous aviez. Alors, on n'est pas dans la prétention de remplacer la médecine traditionnelle, absolument pas, mais dans un discours de complémentarité par rapport au fait qu'effectivement la conscience et même la subconscience d'ailleurs a un effet de toute évidence sur le corps. Je ne sais pas si c'est de toute évidence, en tout cas pour moi c'est vrai. Maintenant, c'est aux gens d'explorer cette dynamique. Et moi, j'ai un esprit scientifique. J'ai fait un bac S, des années d'université, et bien que j'avais ces expériences hors du corps, j'ai gardé cet esprit scientifique, et donc j'aime quantifier, j'aime reproduire les choses. Et donc, sur un autre domaine qui implique aussi l'association, et Karine et moi, on travaille avec les universités du littoral sur un projet qui s'appelle le projet de l'électroculture, parce qu'on a un pied aussi dans la permaculture, l'électroculture. Et donc je retrouve aussi très bien cet esprit-là où on quantifie, on analyse, on tente de reproduire ces schémas.
Et on retrouve ça dans la science, on retrouve ça aussi dans la méthode corps-miroir, où ce sont des analyses très précises de comportement, en fait. On s'est rendu compte, et il y a un livre d'ailleurs, le dernier livre que Martin a écrit avant de partir, c'est la cause intérieure, et c'est une liste de 800 symptômes. Et on va écrire la suite parce qu'il y a plus de 800 symptômes dans la conscience humaine. On est assez fort en création. Et cette liste de 800 symptômes décrit l'aspect comportemental qui bloque la conscience ou qui la laisse dans son flux. Donc, de ce point de vue-là, en fait, il y a une manière d'être ou une attitude ou un comportement, ce sont des synonymes, qui sont chacun associés à un symptôme. Jérôme Gaden, dans votre parcours, vous avez fait plein de choses. Vous venez de nous parler de plein de choses. Mais en plus, vous écrivez, et particulièrement pour les enfants. Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir en main une BD qui présente d'une manière démystifiée à nouveau les chakras. Et donc, je me base sur les informations que j'ai apprises avec mon professeur Martin Brofman. Il a écrit des livres pour adultes, et puis, enfin pour adultes, je veux dire pour un niveau d'adulte. Et moi, je me disais que c'était intéressant de faire basculer ces informations pour le monde des enfants aussi. Donc, en fait, hier, c'était la sortie du 4e tome des aventures du petit yogi, voilà le nom des BD pour enfants. Et donc le 4e tome s'appelle Le secret de la pyramide d'or. Et donc il y a eu un premier tome de présentation des chakras, un autre 2e tome sur le premier chakra, le rouge, un 3e tome sur le 2e chakra, l'orange, et depuis hier, en libre disposition, un 4e tome avec le chakra jaune. Alors je suis le premier à vous demander de ne pas vous disperser pour pouvoir en dire un maximum dans la période donnée. Par contre, je pense qu'on ne serait pas complet si on n'expliquait pas sommairement ce qu'est un chakra. Et tout à fait. Et donc, je l'ai brièvement dit tout à l'heure, mais un chakra, en fait, c'est un aspect de notre conscience, tout comme notre corps physique est un aspect de notre conscience, tout comme les auras sont des aspects de notre conscience. Et un chakra, en fait, tel qu'on le perçoit nous, c'est comme une pompe ou une valve. Et cette pompe ou cette valve interagit par deux voies, la voie nerveuse et la voie endocrinienne. Et ces pompes ou ces valves réagissent à ce qui se passe dans notre conscience. Et ces chakras, en fait, ils interpénètrent notre corps. Ils sont moins denses que le corps physique, mais plus denses que les auras. On peut les prendre en photo avec le procédé qui s'appelle la photographie kirliane. Et chaque chakra, donc, interpénètre notre corps et réagit avec, un peu à la manière d'un champ électromagnétique ou d'un champ magnétique qui pourrait aussi interagir avec notre corps physique. Vous avez parlé de l'Inde très rapidement tout à l'heure. J'étais sur le point de dire par rapport à la question précédente sur la multiplicité, j'allais dire, des disciplines nouvelles, de médecine douce, de yoga, etc. Quelle est l'origine, j'allais dire, de vos propres courants de pensée, de vos propres études? Est-ce qu'on est du côté de l'Inde? Est-ce qu'on est du côté du bouddhisme? Est-ce qu'on est du côté de certains gourous? Vous pouvez nous préciser un petit peu l'origine de cette réflexion? Moi, je suis un esprit libre, je n'ai aucune religion. J'ai pas réussi à rentrer dedans, et donc j'ai dû créer ma soupe, en fait, en prenant des choses qui faisaient du sens pour moi, à droite, à gauche, en les expérimentant par moi-même. Et je suis plutôt de ceux qui passent par l'expérience pour voir ce qui est vrai pour moi. Et donc là, dans ces chakras, en fait, c'est un mélange entre, on peut dire, la psychologie occidentale et les philosophies orientales. Oui, je me permettais de vous poser cette question parce que vous parlez beaucoup de votre professeur Martin Brofman. J'imagine qu'avant d'être ce qu'il est, et a priori un personnage qui semble important au sein de vos courants de pensée, il a eu sa propre démarche, je crois que vous en avez parlé d'ailleurs, oui. Mais il s'est inspiré de quoi pour découvrir l'ensemble de ces théories ou même de ces pratiques, puisque ce ne sont pas que des théories? Eh bien, il a eu un peu le même parcours. En fait, il a regardé à l'intérieur de lui ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas. Donc, il a utilisé la méditation, par exemple. Il a rencontré aussi des personnages avec lesquels il a changé des choses dans sa vie, dans sa conscience et dans son corps. Rup Verma est un des personnages qu'il a rencontré, avec lequel il a pu faire aussi des choses très intéressantes en termes de méditation. Et après, en termes de vie personnelle de Martin,
Bon, à la base, c'était un hacker à Wall Street. Donc, vous voyez, passer de hacker à Wall Street, donc il craquait des systèmes pour Wall Street pour comprendre les failles. Passer de ça, de cette pratique-là, au fait de fonctionner comme de fonctionner, je le dis bien, comme guérisseur, en démystifiant le terme de la guérison, parce que la guérison, c'est juste le fait de retourner à son intégrité et de comprendre de ce point de vue-là que quand nous sommes heureux, eh bien, notre corps le reflète, mais c'est pas facile d'être heureux dans toutes les parties de notre conscience. On peut être heureux en termes de travail, on peut être malheureux en termes de relations, on peut être heureux en termes de liberté, mais pas heureux en termes de communication. Et donc, effectivement, être heureux sur tous les plans demande ce que nous appelons le travail. Vous parlez beaucoup de relations avec la maladie, mais j'imagine que la recherche du bien-être, le travail sur soi, n'est pas forcément quelque chose obligatoirement associé à la maladie. Non, bien sûr. Non, en fait, ce que vous appelez maladie, nous, on regarde la métaphore en fait du symptôme, c'est-à-dire qu'on regarde les manifestations dans notre corps comme des informations qui nous sont envoyées par notre conscience pour nous dire si ce que nous faisons fonctionne pour nous ou pas tout à fait, et si nous avons besoin d'ajuster des choses. Mais effectivement, il n'est pas du tout nécessaire d'être... souffrir en apparence de quelque chose pour s'intéresser à certaines des disciplines que vous enseignez. L'idéal, ce serait de ne pas arriver jusqu'à la souffrance. Même, c'est de se rendre compte qu'à partir du moment où on n'est pas heureux dans une pratique ou dans une activité ou dans sa vie sur une partie précise, c'est justement de réussir à réagir avant d'en arriver aux symptômes. Alors vous parliez de Roop Verma, on ne va pas parler de Roop Verma parce que si on devait parler de toutes les personnes que vous connaissez, je crois qu'on en a jusqu'à la fin de la soirée, et encore c'est pas sûr, si ce n'est qu'elle est sitariste, c'est une musicienne et que dans vos activités, la musique a aussi une place importante. C'est un musicien. Un musicien, excusez-moi. Oui, tout à fait. Donc dans nos activités, c'est vrai que le son est très très intéressant. Karine pousse souvent la chaussonnette à la maison, pas encore publiquement, mais on l'encourage. Et donc effectivement, là, peut-être tu peux parler de Nadia. Oui, l'association est basée en effet sur tout ce qui est vibration, le son, le rythme. Et donc l'énergie, et à côté de ça, donc on a, comme disait Jérôme tout à l'heure, on a rencontré Rodolphe, et donc Rodolphe qui est un percussionniste, il nous propose des ateliers axés sur la danse, où il y a un mélange entre la danse et la respiration, pour justement apprendre à mieux se connaître et aller plus en plus profondément. Et puis, à côté de ça, bien sûr, il propose des ateliers de fabrication de tambours, donc des tambours un peu particuliers, puisqu'il n'y a pas besoin de source de chaleur pour tendre la peau, puisqu'il y a une membrane qui est intégrée, qui permet de tendre la peau à n'importe quel moment par le système d'air. Et puis, à côté de ça, nous avons Nadia Simon qui vient nous proposer également des ateliers sur le chant, donc le chant spontané, et également associé à de la respiration, à de la relaxation, à des mouvements. Et donc, lors de l'atelier qui dure 2 jours, elle intervient sur un concert pour un voyage sonore où chacun peut venir, si c'est pour se détendre, se relaxer, méditer ou éventuellement chanter. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Donc on n'est pas dans une dimension de spectacle à consommer, mais de spectacle à vivre ensemble. Oui, tout à fait. C'est pour ça que souvent nous avons la question, souvent les personnes veulent prendre une carte de membre, mais l'association n'a aucun membre, il n'y a pas d'adhésion. Chacun vient quand il veut, où il veut. Voilà, c'est spontané et c'est libre en fonction des besoins. Voilà. Alors parler de la fabrication de tambours chamaniques et parler entre guillemets de Nadia Simon, autant dire tout de suite qu'on ne va pas tarder à les voir arriver sur le territoire. C'est ça, tout à fait. Donc Rodolphe arrive au mois d'avril, Nadia également, donc le premier week-end d'avril, les 6 et 7, et puis Nadia les 13 et 14 avril. Voilà, alors on peut dire aussi au passage que ça se passe au domaine du Blum-la-Wall. Alors pour tous les auditeurs qui ne connaissent pas le domaine du Blum-la-Wall, eh bien, c'est pourtant un endroit très très connu, puisque pendant de nombreuses années, ça a été un musée extrêmement fréquenté, un musée traditionnel, d'outils anciens, de jeux traditionnels.
avec des gens, ma foi, fort accueillants également, Tout à fait. qui ont effectivement complètement Transformé leur immense musée qu'ils ont partagé à toutes les personnes qui souhaitaient pouvoir utiliser de manière objective, de manière agréable, j'allais dire, la richesse patrimoniale qu'il y avait à l'intérieur de ces bâtiments, que j'ai bien connu aussi, et qui maintenant organisent toutes sortes de manifestations. Donc ça se passe là-bas, c'est à Givelde, sur la route de Furnes, un petit peu arrivé, un peu avant d'arriver au pont de Givelde. J'invite tout le monde à y aller, on s'y sent comme à la maison, on y est super bien accueillis et ils ont 2 magnifiques salles. Oui. Tout à fait. Donc le 6 et 7 avril pour la fabrication de tambours chamaniques. C'est ça. Et le 13 et 14 avril pour le voyage sonore avec Nadia Simon. Parlant de voyage sonore, eh bien, on va retourner écouter un petit peu de musique, c'est bien agréable. Jérôme, vous vouliez revenir sur des choses qui vous intéressent particulièrement, notamment en relation avec le Tibet, mais aussi des conférences que vous allez faire prochainement. Tout à fait. Donc on parlait de voyage sonore avec Nadia Simon, son concert, son séminaire, et puis avec Rodolphe et les tambours. Et donc on a un autre outil aussi qu'on utilise beaucoup dans l'association, ce sont les bols tibétains. Donc moi je suis intervenu pour plusieurs écoles dans la région et collèges aussi, en proposant des méditations avec les bols tibétains. Donc les bols tibétains ont un son qui, en règle générale, encourage le fait de calmer le mental, de calmer les pensées, de calmer les émotions. Et on a aussi un autre outil, ce sont des bols aussi, mais cette fois-ci en cristal. Et là, le son des bols en cristal est un peu plus, pénétrant. Et donc, en tout cas, quand on joue de bols en cristal et de bols tibétains qui sont donc en métaux, composés de plusieurs variétés de métaux, eh bien, ça crée un climat qui peut être propice à encourager la méditation. Donc, on est intervenu dans des écoles, je donne aussi des concerts de bols tibétains et beaucoup de méditation aussi avec ces outils-là, notamment dans l'école Lien Long, parce que je ne l'ai pas dit encore, mais c'est vrai que ça passe très vite. Je pratique les arts martiaux depuis 17 ou 18 ans. Et donc j'enseigne aussi dans une école qui s'appelle l'école Lien Long, qui a été créée par mon professeur François. Et donc dans cette école, eh bien, j'enseigne le Votuat Yi Kuyen, qui est une pratique sino-vietnamienne. Et puis je pratique aussi le Tai Chi Chuan, le Qigong et... qui sont déjà un peu plus connus. Voilà, c'est ça. et donc, et la méditation aussi, on propose des espaces pour que les gens puissent venir s'asseoir et trouver ce qui se passe en eux avec la méditation. Alors les arts martiaux dans cette démarche, c'est apprendre à se contrôler. J'imagine que ça n'a rien de belliqueux. Peut-être dans un premier temps, ça peut. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était peut-être pour contrôler des choses à l'intérieur de moi, mais très rapidement, on se rend compte que c'est pas seulement la notion de contrôle. En fait, c'est plutôt l'inverse du contrôle, c'est utiliser son corps librement. Ouais. Et au-delà des émotions, parce que c'est vrai que quand on pratique les arts martiaux et qu'on est face à quelqu'un, s'il y a des émotions, on perd notre objectivité. Bon, c'est un peu pareil dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Mais en tout cas, non, c'est un exercice de liberté d'esprit, de liberté de mental et de liberté émotionnelle aussi, tout en structurant notre corps physique par la pratique. Karine Barbier, on a déjà présenté quelques rendez-vous, on va peut-être pouvoir les représenter encore une fois, mais il y en a d'autres dans les jours, semaines et mois à venir. Ah ben, il y en a un tout proche, on a un atelier de la vue ce week-end, les 30 et 31 mars à Givelde, où l'occasion d'apprendre par le biais de différentes techniques, notamment de la relaxation en état alpha, du hatha yoga des yeux, et puis également de la visualisation créative avec des affirmations qui permettent d'améliorer sa vue et notamment de mieux se connaître, puisque on explore différents points de vue qui permettent de comprendre les attitudes, les comportements qu'on pouvait avoir jusqu'à aujourd'hui qui pouvaient générer tel ou tel symptôme au niveau de la vue physique.
Et puis, notamment, Jérôme anime différentes conférences et enseigne également des séminaires axés sur le retour à l'intégrité. Donc, on peut le retrouver sur 2 prochaines conférences au mois de mai et au mois de juin. Donc, le 24 mai, au restaurant Les Zoya à Lefrancouc, la conférence se nomme « Chakra du cœur et les relations ». Et puis le 5 juin au CAC FM à Gravelines, où il va aborder des techniques d'auto-harmonisation. Le prochain séminaire enseigné donc par Jérôme dans les Hauts-de-France aura lieu les 29 et 30 juin. C'est un stage qu'on appelle le corps miroir. Et puis, oui, au mois d'avril également, notamment on avait parlé de Rodolphe tout à l'heure et puis de la méthode Wim Hof. Donc le même week-end, les 6 et 7 avril, il y a une après-midi qui est proposée pour participer donc aux bases de la méthode Wim Hof. Alors, on a beaucoup parlé d'énergie, d'outils, de méthodes, de médecine douce d'une certaine manière aussi. Et on n'a pas parlé d'alimentation. Et pourtant, j'imagine que l'alimentation, ça doit avoir un rôle important dans votre démarche. Ça dépend de ce qu'on croit. Si on croit que c'est important, alors oui, ça le devient. En tout cas, pour nous, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir une nourriture avec laquelle on se sent bien. C'est-à-dire, dans notre jardin, par exemple, on fait de la vie avec de la vie. On ne va pas tuer le sol pour faire de la vie, mais ça, c'est une longue discussion parce que ce sont des sujets un peu délicats, un peu sensibles, et il faudra en parler un peu plus longtemps pour développer, mais néanmoins, effectivement, en termes d'alimentation, on fait pousser des légumes dans notre jardin, en permaculture. Sur mon Facebook, qui est d'ailleurs public, il y a un album photo avec toute l'installation qui est libre. Vous pouvez aller voir et regarder, vous en inspirer si ça vous indique certaines choses. Et l'autre chose aussi qu'on développe à la maison, c'est l'électroculture. Et alors l'électroculture, c'est un système passif en fait, qui est non invasif, non polluant, où on utilise l'énergie du ciel et l'énergie de la terre pour créer en fait une électroosmose dans le sol et faire bouger en fait l'effet. Un des effets, parce qu'on est en train de quantifier tous les effets avec les universités du Nord, l'ULCO. Un des effets, c'est que l'eau va rentrer en mouvement et va déplacer les ions dans la butte de permaculture. Et on s'aperçoit que ça a un effet sur la conservation de l'eau et aussi sur les légumes, puisqu'on se retrouve par exemple avec des tournesols qui sont assez énormes, 3-4 mètres, avec des fleurs vraiment gigantesques. Vous pouvez voir ça sur l'album photo dont j'ai parlé. On se retrouve avec des betteraves qui sont de l'ordre de 2-3 kilos. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait moins de maladies. Maintenant, l'aspect quantitatif sur les nutriments, nous ne l'avons pas étudié, pas encore. On étudie pour l'instant le phénomène parce que, en fait, en France, il y avait un ministère de l'électroculture dans les années 1900, qui était composé de 6 civils et 6 militaires. Et ce ministère de l'électroculture a été sabordé après la guerre, parce qu'après, après la guerre, parce que en fait, à ce moment-là, il y avait un excès d'azote qui servait à fabriquer les explosifs, et cet azote est parti dans le sol comme des engrais en fait. Et donc à ce moment-là, le ministère de l'électroculture a été sabordé. Et bien que normalement on devait garder cette production intensive pendant une dizaine d'années, 10-15 ans pour relancer les choses, on a gardé un peu cette production intensive. C'est pas un jugement, c'est juste une observation. Et l'électroculture, l'intérêt de l'étudier, c'est justement que ça tue pas les sols, toute la microbiologie reste vivante. Et ça a un effet sur les légumes, la conservation de l'eau. Donc là, on est à la 2e année d'études avec l'ULCO. Et là, on va entamer la 3e année d'études. Voilà. Vous parlez beaucoup de culture. On est dans le végétarisme, le végétalisme, en tout cas pas dans l'omnivore. Mais, pour ma part, il est vrai que je ne mange pas de viande, mais j'adore la viande. En fait, moi, je suis un flamand.
Ma maman m'a préparé des magnifiques plats avec de la viande. J'aime le goût de la viande, mais je n'en mange pas. Et là, pour le coup, c'est juste un point de vue personnel parce que je n'apprécie pas, je ne cautionne pas plutôt la manière avec laquelle les viandes sont fabriquées actuellement. Voilà, mais je comprends aussi, tout à l'inverse, la difficulté actuelle. Et c'est pour ça qu'il faudra en parler beaucoup plus longtemps, la difficulté actuelle de produire et de survivre dans l'agriculture et l'élevage. Ce sont des questions qu'on ne peut pas balayer en 2 minutes. Et donc pour Karine, en termes d'alimentation... Oui, il y a à peu près 5 ans, c'est tout simplement que je n'arrivais plus à manger la viande. Ça a tourné dans ma bouche, mais ça ne me goûtait plus. Donc du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. Et quand après, en voyant un peu plus ce qui se passait, et bien, j'étais contente d'avoir arrêté de manger la viande parce que je me suis dit, au moins, je ne participe plus à ce genre de choses. Et sinon, pour l'alimentation, oui, je suis assez vigilante sur ce que j'achète. Je fais au mieux pour encourager les choses qui peuvent tendre vers du mieux et du ensemble, et pas, voilà. Et puis, je mange quand j'ai faim. Voilà. Je n'ai pas d'horaire précis, ni de repas précis. Je mange ce qui m'attire et au moment que j'ai envie dans la journée. Voilà. Alors, c'est traditionnel dans cette émission, puis en plus, ça va vous faire plaisir. Jérôme, puisque vous vouliez absolument parler de quelque chose, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous aimeriez répondre, ou un sujet que je n'ai pas abordé, dont vous aimeriez parler ? Oui. En fait, j'apprécierais parler d'un endroit qui s'appelle le château de Millemont, dans la Queue des Yvelines. C'est un ami qui a cet endroit. Et en fait, c'est un endroit de rencontre qui est très intéressant. Beaucoup de gens s'y retrouvent. Et là-bas, il y a un projet, justement, avec la culture et l'électroculture qui va être mis en place. Et donc, j'ai travaillé sur cet endroit avec donc Peter, le propriétaire. Salut Peter. Et aussi donc Jacques Antonin. Jacques Antonin, si vous regardez ça, son nom sur Internet est très connu. En fait, c'est un boulanger, mais pas seulement, à vrai dire, hein, Jacques. Et en fait, Jacques m'a conseillé un autre boulanger en Suisse, qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane, en fait, est parti pour installer un terrain là-bas de céréales, d'agroforesterie. On est en train de le développer, mais en tout cas, le but, c'est de faire du pain là-bas et de monter tout un système d'écologie autour d'une agriculture un peu différente de ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, dans cet endroit, j'ai projeté aussi un film auquel j'ai participé qui s'appelle Bâtisseurs des anciens mondes, qu'on a projeté au château de Millemont avec le réalisateur Patrice Pouillard et Éric Gontier, qui est un géologue, qui est un ami aussi, les deux d'ailleurs, et qui en fait travaille au Musée de l'Homme à Paris. Et en fait, avec cette équipe-là, je suis parti en Inde étudier des grottes qui s'appellent les grottes de Barabar. Et il y a un film qui est sorti, qui s'appelle donc Bâtisseurs des anciens mondes, et que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Puisqu'on parle de retrouver des choses sur Internet, vous nous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas d'adhérents, parce qu'on venait volontairement, on n'était pas obligé d'adhérer. Vous pouvez peut-être préciser un petit peu, puis en même temps, ça vous donnera la possibilité de dire comment les gens intéressés par ce que vous faites peuvent vous contacter, vous rejoindre, ou en savoir davantage. Oui, donc nous fonctionnons principalement par email. Je suis joignable également sur mon portable, mais donc par email à asso.être@gmail.com. Donc la moindre question, pas hésiter, demandez Karine et je vous répondrai, que ce soit pour participer à un événement ou une question d'orientation par rapport à ce qui vous arrive actuellement. Et puis l'association a un site internet, donc son au pluriel, -du6 être.org, et un Facebook, donc voilà, où vous pouvez retrouver toutes les activités. Donc pour retrouver l'association sur Facebook, il faut mettre écoute ton rythme énergie. Voilà, et puis il y a aussi le site de la Fondation Brofman, fondation-brofman.org, où là vous allez avoir beaucoup d'informations sur les chakras.
J'ai un Facebook qui est public, à vrai dire, donc n'importe qui peut venir voir le Facebook de Jérôme Gaden ou de l'association. Et j'ai aussi créé il n'y a pas longtemps une chaîne YouTube où je mets quelques vidéos, puisque ça faisait longtemps qu'on me demandait ces choses-là. Voilà. Alors, une question peut-être un peu bizarre qui ne se veut surtout pas une question qui fâche, mais je ne pense pas que vous soyez du genre à vous fâcher rapidement. Pas aujourd'hui. Par rapport à tous les mouvements qui peuvent exister, les associations qui peuvent exister, vous vous situez comment? Vous identifiez comment, je veux dire, de toute évidence, la particularité ou les particularités de vos centres d'intérêt pourraient créer quelques méfiances chez certaines personnes, un attrait mystique pour d'autres, entre le mysticisme, le sectarisme et l'ouverture d'esprit. Est-ce que vous pourriez essayer non pas de défendre ou de vendre votre démarche, mais de la préciser par rapport à toutes celles qui nous envahissent quelquefois? Nous, si vous voulez, on insiste sur la liberté. Et une deuxième chose, on insiste aussi sur la connexion des gens entre les gens. C'est-à-dire, si par exemple une personne a un conflit avec des personnes proches de son cœur dans sa famille, nous, on va encourager la reconnexion. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fait pour isoler les personnes, c'est l'inverse. En fait, ça peut être comme un temps de respiration, de venir dans une ou plusieurs des pratiques selon vos goûts aussi, hein, parce qu'on peut raisonner avec une méthode et pas avec une autre. Mais en tout cas, c'est comme un temps de respiration où vous absorbez des informations, si vous voulez, et ensuite vous retournez dans votre vie personnelle en étant mieux. Et si vous êtes mieux et plus heureux, les gens qui vous aiment, ils sont heureux de vous voir plus heureux. Vous êtes donc dans la bienveillance et finalement cette absence d'adhésion est une expression de la liberté de chacun. Tout à fait. Karine Barbier et Jérôme Gaden, merci d'être venus ce soir, alimenter par vos propos notre émission Parole d'Assaut, qui était donc consacrée à votre association Être, je rappelle, écoute ton rythme, énergie. Je vous rappelle à toutes et à tous que cette émission sera rediffusée demain à 16h sur les mêmes ondes évidemment et que vous pourrez la retrouver dès la semaine prochaine en podcast sur notre site www.radio-rencontre.fr. Karine, Jérôme, bonsoir. Bonsoir et merci. Et puis,